Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Nous sommes le dimanche 7 septembre et vous écoutez Radio Taïwan International. Soyez les bienvenus, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le programme qui, comme chaque dimanche, débutera avec l'émission On en parle à Taïwan, animée cette semaine par Valentin Floquet, Lisa Dufaux et moi-même. Et après On en parle à Taïwan, ce sera le programme dominical musical avec Partitions orientales consacrées à la musique traditionnelle, puis Sous des cieux amplifiés d'Aurélien Rossanino consacré à la musique indé. Mais tout de suite, On en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lisa Dufaux, Valentin Floquet et François-Xavier Boulet pour l'émission On en parle à Taïwan. Alors de quoi parle-t-on dans les rues taïwanaises ? Eh bien justement, je vais vous parler des noms de rues et notamment d'une annonce faite cette semaine par le Yuan de contrôle qui a déclaré mercredi avoir lancé une enquête pour identifier les noms de rues potentiellement discriminatoires. D'accord, des noms de rues discriminatoires. Ben, on a hâte de découvrir ça dans le détail. Et Valentin et moi, ça va être lié à la rentrée scolaire. Oui, alors moi de mon côté, ça va être plus un coup de gueule personnel. Voilà, bon, il en faut des fois. Il en faut des fois. Donner un peu aussi mon vécu de la rentrée avec la deuxième année de ma plus grande en deuxième année de maternelle et puis même de la petite, donner une petite situation générale et expliquer un peu le pourquoi du comment, de pourquoi ça va pas. D'accord, et moi je terminerai avec une étude taïwanaise qui vient d'être publiée par l'Institut national de recherche en éducation et l'Academia Sinica sur la situation de l'usage des appareils connectés et surtout en intelligence artificielle au collège. Voilà. Ok. Alors, on va d'abord discriminer les noms de rues. Oui, alors comme je vous disais, le Yuan de contrôle, qui est l'organe suprême de contrôle du gouvernement à Taïwan, mais aussi des fonctionnaires et des comptes publics, a annoncé cette semaine avoir lancé une enquête sur les noms de rues potentiellement discriminatoires. Et en fait, c'est un membre d'origine Amis, donc un autochtone du comté de Taidong, Upai Radiu Kanasau, qui est donc un des membres du Yuan de contrôle, qui a donné quelques exemples de toponymes potentiellement problématiques, et notamment des noms qui contiennent des mots péjoratifs pour parler des peuples autochtones de Taïwan. Alors il s'agit par exemple de la rue Fanjin, de la rue Fanzi et de la rue Fanshe. Toutes ces rues sont dans une commune, la commune de Puyuan, dans le comté de Changhua. D'accord. Et donc ce mot fan, ça signifie barbare, en référence à des ethnies non chinoises. Oui. Alors, je suis allée dans le dictionnaire du Grand Réti pour trouver un petit peu plus d'informations. Et on trouve d'abord les usages anciens de ce caractère. Donc on trouve par exemple la définition de végétation luxuriante, abondante, ou encore se reproduire, se multiplier, être fécond, dense ou épais pour parler de la crinière d'un cheval. Et donc certains de ces sens existent encore toujours lorsque ce caractère est prononcé avec le deuxième ton. Et au premier ton, l'entrée fan indique les barbares de l'ouest de la Chine ou encore une race non chinoise, aborigène ou encore un étranger. Et donc on peut lire aussi le mot fanke qui signifie étranger et qui désignait entre les 7e et 9e siècles un étranger résidant en Chine, principalement du Moyen-Orient, souvent musulman, et c'est un terme qui est réapparu à l'époque moderne pour désigner un Chinois d'outre-mer. On a aussi le mot fanbing qui signifie historiquement l'armée des tribus soumises, c'est-à-dire des mercenaires qui étaient recrutés parmi les populations du nord et du nord-ouest de la Chine pendant la dynastie des Song. Et ce terme est aussi à l'origine d'un mot qu'on utilise presque tous les jours. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pinfan ? Fan, non. quelque chose qu'on mange presque tous les jours. Fanchi. Avec... Fanchi. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est Puisque c'est un légume importé de l'étranger. Et il y a aussi le mot fandiao que je ne connaissais pas. C'est le piment, mais je ne sais pas si c'est très utilisé. En tout cas, à Taïwan, aujourd'hui, on dit plutôt la jiao. Voilà. Et donc, il y a d'autres noms de rues qui contiennent le mot man, un terme qui signifie aussi barbare et qui fait historiquement référence aux ethnies du sud et du sud-ouest de la Chine, Et ce sont des termes qui ont longtemps été utilisés à Taïwan pour parler des peuples autochtones.
Alors, de retour dans ce dictionnaire du Grand Rechi, au caractère man, on trouve ethnie au sud de la Chine, barbare du sud, sauvage ou encore cruel, brutal, farouche, violent. Ce caractère est aussi utilisé dans plusieurs mots ou expressions. Donc, on a par exemple manhan, farouche, féroce, manheng, barbare, sauvage, brutal. Manxing, qui est le fait d'avoir une nature ingouvernable, d'être farouche, sauvage encore. Ensuite, manzuo, agir de façon irréfléchie. Et manzu, les peuples encore barbares qui sont primitifs et donc non civilisés. Et donc ce caractère a aussi donné lieu à certaines expressions. On a par exemple manzi tazi igeli, c'est-à-dire les barbares du sud et ceux du nord sont à mettre dans le même sac. Donc ça signifie que la vérité est la même partout. Et on a aussi manpuman, kwa pu kwa, c'est-à-dire ni les barbares du sud ni les barbares du nord, c'est-à-dire un accent étranger inconnu. D'accord. Voilà. Et on a aussi manpu jiangli, c'est-à-dire dire des choses ineptes, déraisonnées et ne pas vouloir entendre raison. Donc voilà, tous des mots, c'est plutôt péjoratif. Ouais. Et moi j'en connais un qui est Yeman, qui veut dire sauvage, et qui a donné notamment le mot mantou, qui est de la nourriture. Ça a dérivé, en fait, à la base c'était une tête de sauvage, et qui est devenue ensuite la brioche chinoise. Une brioche chinoise, parce qu'en fait ils ont l'histoire, si vous l'avez déjà peut-être entendu dans un On en parle à Taïwan lors d'un format différent où je faisais des émissions sur les saveurs taïwanaises. Oui. C'est après une guerre contre les barbares du sud, justement, où en fait ils doivent passer une rivière, l'armée chinoise doit passer une rivière avec les prisonniers en fait, et en fait la rivière est en crue, et pour apaiser les dieux, ils ont coupé la tête des barbares et ils l'ont jeté en vallée et jeté dans la rivière. Mais pourtant c'est pas le même man. Ça a changé après en écriture, mais à la base c'est vraiment une tête de sauvage. Ok. D'accord. Ah oui, ils ont peut-être changé l'écriture pour pouvoir garder ce terme-là. Justement, pour revenir, pour que les noms soient peut-être un peu plus acceptés par la population. Oui. Et ensuite, pour revenir à l'histoire de Taïwan, sous la dynastie des Qing, en 1739, une ligne de démarcation a été décrétée, et ce jusqu'en 1875. Et donc, sans autorisation, les populations chinoises qui vivaient sur le littoral à Taïwan avaient l'interdiction d'aller dans les territoires dits des barbares des montagnes. Et peu avant que Taïwan passe sous le contrôle du Japon, le pouvoir Qing a lancé une campagne intitulée Kaishan Fufan, c'est-à-dire ouvrir les montagnes et pacifier les aborigènes. Donc on retrouve ce mot fan, et c'était une politique qui visait à affirmer le contrôle sur les populations autochtones en battant les rébellions. Et ensuite, les lettrés Qing utilisaient aussi ce terme de fan. Donc ils ont parlé de barbares crus, les Shen Fan, par opposition aux barbares cuits, les Shu Fan. Donc les barbares crus, c'était les peuples hostiles envers les Qing, et les barbares cuits, c'était ceux qui avaient prêté allégeance en acceptant de payer des taxes. D'accord. Une sacrée appellation, là encore. Voilà. Et d'après les standards de la Chine impériale, cet adjectif « cuit » signifiait qu'on avait assimilé les normes culturelles Han et qu'on était désormais sujet de l'Empire. Et ensuite, pendant l'occupation japonaise, donc de 1895 à 1945, cette dichotomie a été conservée et on a appelé Peipo ceux qui s'assimilaient, et on a créé la catégorie des tribus reconnues. Puis le Kuomintang a adopté une dénomination différente. On a parlé des compatriotes des plaines ou des montagnes. Et les termes Gaoshan et Pimpu sont toujours en vigueur aujourd'hui. Et c'est un témoin, on va dire, des degrés d'acculturation à la culture Han, tels que l'envisageait la dynastie Qing. Et tous ces groupes reconnus par le gouvernement sont considérés comme des Gaoshan, même aujourd'hui donc. Tandis que les groupes non reconnus sont ceux qui habitent les plaines, les Pimputzu, et qui ne sont pas officiellement reconnus. Et d'ailleurs, il y a des mouvements pour... Il y a toujours des demandes, oui. Oui, il y a des demandes, ils ne sont pas reconnus. Et donc, c'est une distinction ancienne qui, finalement, se répercute sur les politiques gouvernementales à l'égard des autochtones encore aujourd'hui. Et donc, ce membre du UN de contrôle a indiqué que les noms de rues devaient respecter l'identité ethnique et la dignité culturelle, et que les gouvernements locaux devaient établir des mécanismes d'évaluation et d'inclusion des différents groupes ethniques
lorsqu'il s'agit de donner des nouveaux noms de rues ou alors de renommer, de donner des noms de rues ou de renommer des noms anciens. Et l'idée, c'est que certains noms reflètent des préjugés et des discriminations, tout en reconnaissant que d'autres reflètent plutôt un contexte historique autochtone et des interactions interethniques, et qu'il ne faut pas forcément enlever chaque nom, mais il faut regarder vraiment au cas par cas. Donc par exemple, il y a une commune dans le comté de Diahi qui s'appelle la commune Fanlu, et c'est une route avec une route qui mène là où vivent les peuples Tso dans Alishan, et donc il y a une histoire particulière au comté, et donc c'est un petit peu différent. En tout cas, son point de vue, c'est qu'il faut regarder au cas par cas et faire des comités d'évaluation. D'accord. Et voilà, donc ce membre du UN de contrôle a appelé à un peu plus de sensibilité aussi des gouvernements locaux, parce que c'est vrai que ces noms, si on s'habitue à les voir, ça peut aussi faire perpétuer des préjugés ou des emplois qui ne sont pas... D'accord. Et puis engendrer peut-être des discriminations et in fine nuire à l'identité autochtone s'il y a des mots encore discriminatoires qui sont associés à cette identité. Oui. Donc voilà, c'est un titre qu'on a traité dans l'actualité cette semaine, mais je trouvais que c'était intéressant de revenir un peu plus en détail dessus. Tout à fait. Et après, il n'y a pas de date lancée pour cette enquête, c'est une idée qui est envisagée. En tout cas, dans le communiqué de presse, il n'y a pas plus de détails qui a été donné. D'accord. Ok, bon, on va suivre ça avec attention. Eh bien, sans transition, on va dire ça comme ça, on va parler un petit peu donc de mon petit coup de gueule, petit gros en fait, parce que déjà pour commencer, je peux vous dire qu'à Taïwan, quand vous avez passé 3 ans, vous n'avez plus le droit de mettre votre enfant en jardin d'enfants ou en crèche. Dans une crèche. Voilà. Et donc, faut que vous trouviez un établissement pour le mettre ailleurs si vous ne pouvez pas vous en occuper toute la journée. Et donc c'est le cas de ma fille cadette. On avait essayé de l'inscrire donc en école publique avec ma femme dans la même école que sa grande sœur. Tu me disais que toi, tes enfants, comme il y avait le premier qui avait été accepté, c'était plus facile pour les autres. Apparemment, ce n'est plus le cas avec les nouveaux systèmes de cotes pour l'acceptation des... Ce qu'on peut préciser juste avant ce système-là, c'est que ce ne sont pas toutes les écoles primaires qui ont une maternelle petite, moyenne et grande section. Voilà, donc c'est sur liste d'attente, il faut faire la course pour s'inscrire. Il y a beaucoup moins d'écoles de ce type-là qu'à partir de l'école obligatoire, où là, de toute façon, on accueille tout le monde parce que c'est l'école obligatoire, quoi. Mais avant le CP, il n'y a pas ce système-là partout. Pour donner un chiffre, là j'ai le chiffre pour chez moi, dans le nouveau Taipei, c'est 250 établissements publics contre 1200 privés. Donc ça vous donne un peu le mot d'ordre sur l'importance de l'accès à l'éducation pour les enfants de bas âge. En fait. Donc voilà, donc je me suis retrouvé à inscrire ma fille cadette. Elle a été mise sur liste d'attente numéro 35, c'est-à-dire ça a été impossible en fait de l'inscrire. Et donc on se retrouve avec le fait que à partir de novembre, parce que sa date de naissance est novembre, je me retrouve à devoir m'occuper de ma fille cadette parce que j'ai pas d'autre solution qui me coûterait pas moins de 15 000 $ taïwanais par mois, c'est-à-dire à peu près 500 €. Donc c'est pas envisageable pour notre foyer, j'ai pas des revenus comme cela. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va s'occuper de ma fille en alternance. Voilà, en alternance. Et donc ce qui est un peu incroyable, et bon, la deuxième chose qui m'a un peu surpris par rapport à tous ces systèmes, etc., c'est que pour l'aînée, c'est encore un peu pire. Puisque en fait elle était dans une classe où elle apprenait à écrire à 4 ans, 4 ans, 5 ans, elle apprenait les lettres, à dessiner, à faire plein de choses, etc. Et là elle se retrouve dans une classe où elle est la plus âgée, et elle se retrouve avec des enfants qui ont changé les couches encore, 3 ans, 4 ans en moyenne. Ils n'ont pas distingué les niveaux de classe. Et je sais pas comment ils se sont organisés, pour être honnête. C'est pareil, apparemment ils font tout en tirage au sort dans les maternelles, et elles se retrouvent donc en fait à rétrograder de classe avec des enfants beaucoup plus jeunes, et donc avec aussi des matières d'enseignement beaucoup plus simples, on va dire, avec beaucoup plus de jeux, beaucoup moins d'apprentissage. Ça, c'est étrange,
L'année dernière, elle était aussi dans un système public, Dans la même école. dans la même école, mais un autre. D'accord. Mais donc c'était sa classe, et chaque année il change de classe, chaque année ça change de professeur, d'environnement, Ok. c'est pas les mêmes élèves non plus. Mhm. Donc je comprends pas trop leur système. Alors c'est peut-être spécifique à l'école dans laquelle je suis, mais j'ai l'impression que c'est pas unique à cette école-là. D'accord, oui, c'est C'est très étrange. C'est pas mon vécu, mais c'est vrai que Ouais, bah, mes garçons sont grands maintenant. ouais. Mais apparemment ça date d'il y a 1 ou 2 ans, les nouveaux changements. C'est même des mesures apparemment. Ces critères, et y demandées. compris du coup au niveau de l'enseignement en fait, du contenu de. Bah, Du cours bon, enseigné. après pour la maternelle, il n'y a pas vraiment de programme. Oui. Mais, Il y a des choses qui sont interdites à faire, c'est tout. Voilà. Et puis bon, faut rappeler qu'il y a eu ce genre de changement, notamment à cause du problème qu'il y a eu, je pense aussi l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire Le de scandale l'empoisonnement d'abus. des enfants Oui. sur la longue durée avec un enseignant, je crois, c'est un enseignant ou une école, Je crois que c'est une école, mais une ils école étaient plusieurs. qui donnait des impliqués traitements dedans. médicaux quotidiennement aux enfants. Ouais. En maternelle. Hein. Ça C'est- permettait Wow. de les garder un peu shootés et calmes. C'est Ok. horrible. Hein. Comme ça, il avait les journées entre guillemets tranquilles. Ce qui est complètement scandaleux, c'est clair. Heureusement que l'affaire a été révélée, quoi. Oui. Hmm. Et donc, pour continuer, je vais un peu élargir le sujet en disant que à Taïwan, pour l'éducation d'un enfant de 0 à 20 ans, il est estimé que ça coûte environ 145 000 euros. Pour donner un peu un ordre d'idée, en France, une famille modeste, c'est 148 000 euros, et une famille aisée, c'est plutôt 231 000 euros. Voilà. Donc à Taïwan, c'est moins cher. C'est moins cher, de pas très loin quand même, hein, mais Oui, oui. c'est la moyenne pour toutes les familles. Ça reste un Donc chiffre c'est moyenne. quand même un peu plus bas que la moyenne française. D'accord, je suis Euh, étonné. Mais je pense que ça compense avec juste le coût de la vie quotidienne qui est beaucoup moins cher quand même à Taïwan, avec aussi les systèmes où on vit souvent chez ses parents, même en élevant ses enfants, on est dans une maison familiale ou ce genre de choses, et ça compense un petit peu le reste. Parce que si c'est uniquement le système de prise en charge D'éducation. scolaire, Oui. là, c'est plus cher à Taïwan, au sens où même le système public est assez onéreux, au bout en tout cas, plus on monte en grade Oui. par rapport à la France où le système public est quasiment gratuit en fait. Voilà. Et, même en maternelle ou en Maternelle, c'est hors crèche. de prix. Ouais. En public, hein, on a des aides, donc dans le Nouveau Taipei toujours, hein, chaque ville, chaque Oui. comté a sa propre politique et ses propres aides. Hmm. Dans le Nouveau Taipei, c'est, je crois, pour le premier enfant, c'est 5 000 $ taïwanais par mois, qui en fait couvre juste la scolarité, même un peu moins. Je crois nous on dépense 2 000 de notre poche pour l'aîné. Donc Et c'est pour, 50 € mensuels, un voilà. peu plus. C'est pas énorme, mais bon, vu les salaires des Taïwanais en général, ça fait quand même 2 000 $ taïwanais, ça peut faire quand même une demi-semaine de repas pour la famille. Ensuite, donc pour la plus jeune, on a une aide un peu plus élevée, je crois, c'est 6 000 $ taïwanais, mais la crèche est encore plus chère, donc c'est 9 000 $ taïwanais, donc pareil, on sort 9 000 $ taïwanais. 9 000. On D'accord. sort 3 000 $ taïwanais Oui, de notre poche, et ça fait donc 5 000 en tout, ce qui fait à peu près 115 € par mois. Ce qui est très incompréhensible, c'est que dans tous ces systèmes, en plus de tout ce que j'ai évoqué en interne, c'est qu'on a quand même un des taux de natalité les plus bas, et qu'au final, les mesures politiques Oui, sont... c'est ce qui est étonnant, parce qu'on se dit il y a de moins en moins de naissances, donc ça devrait être plus facile d'avoir une place et peut-être bien, bien organisé. Voilà, Ce qui n'est pas le cas, quoi. J'avais regardé aussi les statistiques à ce niveau-là, on est quand même à une baisse en moyenne de 7% par an depuis à peu près 20 ans. Avec des années un peu spéciales, avec l'année de dragon, ce genre de choses, où il y a un petit boost de natalité. Mais en général, c'est vrai qu'à Taïwan, on est à peu près une baisse de 7% de naissances par an. Donc ça fait quand même beaucoup moins d'effectifs dans les écoles. Donc c'est un peu incompréhensible, mais bon, quand on voit le ratio école privée, école publique jusqu'au primaire, on peut se dire que de toute façon il n'y a pas de place, et que les écoles publiques, peut-être avec des revenus un peu moindres par rapport au coût de la vie des Taïwanais et des hausses de salaire qui ne suivent pas, de plus en plus de monde essaie de recourir aux écoles publiques. Et donc, depuis l'an les places sont 2010, il y avait une politique de multiplication des classes de maternelle, primaire, publique, parce que ça n'existait quasiment pas, et il n'y avait même pas de système public, c'était un système semi-public qui était parrainé ou rattaché à une école sans être totalement public,
ce système existe encore, mais de plus en plus... Pour les crèches, c'est que ça. C'est ça. Encore. Et Et de que à plus partir en de la plus, on maternelle. multiplie pour ce genre de système public qui était quasiment inexistant il y a encore, du coup, 2010, c'est quoi? C'est il y a 15 ans, quoi. Il y a 15 ans, oui. Donc ça évolue quand même dans le bon sens, mais pas assez rapidement, quoi. Pas assez rapidement. Et puis, en plus, nous, en tant qu'étrangers, avec un parent étranger, un autre enfant dans l'école, il y a des systèmes de priorité pour entrer dans un établissement. Oui. Et même avec tous ces avantages sur le papier, en tout cas, j'ai déjà des difficultés. Donc j'imagine même pas pour les familles taïwanaises standards, comment ça doit être beaucoup compliqué. Plus complexe. Voilà. D'accord. Donc c'était le petit coup de gueule. Coup de gueule. La rentrée scolaire, oui, si on arrive à s'inscrire, quoi. Voilà. D'accord. Alors toujours dans le domaine de la rentrée scolaire, moi j'avais envie de vous parler de la question qui préoccupe beaucoup de parents qui ont des enfants scolarisés en collège, parents ou même enseignants, et d'ailleurs on pourrait dire même des experts du numérique, pourquoi pas, osons le terme, c'est comment les adolescents à Taïwan arrivent à s'approprier ou non les outils d'intelligence artificielle et en l'occurrence l'IA générative. Alors, pour couper juste, pardon, mais oui. on arrive justement cette année, en 2025, à la nouvelle génération, qui est la génération bêta, qu'on appelle la génération IA. Voilà. Et l'étude qui vient d'être publiée cette semaine, à l'occasion de la rentrée scolaire, par l'Institut national de recherche en éducation et l'Academia Sinica, va nous offrir en fait un rapport ou un éclairage détaillé sur comment les collégiens utilisent ces outils-là. Alors le premier chiffre marquant, quand on lit l'étude, je le trouve marquant au sens où il est sans appel. La notoriété de ces outils, c'est quoi? C'est 94,2% des élèves de 3e année de collège, donc ceux qui préparent l'équivalent du brevet, on parle de 9e année de scolarisation à Taïwan, ils savent déjà ce qu'est l'intelligence artificielle générative, comment l'utiliser. Et c'est tellement intuitif que tu leur mets un outil pour la première fois dans les mains, en 2 minutes, ils savent utiliser ChatGPT par exemple. Et l'utiliser, j'allais dire, à bon escient. En tout cas, c'est ce que révèle la première conclusion de ce rapport-là, de l'Academia Sinica. Et c'est finalement cette génération, que tu dis, la génération IA, ils sont nés avec, quoi. C'est inné pour eux. Il n'y a pas besoin de découvrir et d'apprendre ça. C'est une connaissance quasiment universelle de leur côté. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils savent vraiment l'utiliser d'une manière intensive. Ils savent l'utiliser occasionnellement. Si on leur montre, même sans leur montrer, ils savent la découvrir. Mais l'enquête montre qu'il y a quand même 70% des élèves de collège, donc de la 6e de la 5e pour Taïwan, parce que la 6e fait partie du primaire, jusqu'en 3e, ont déjà utilisé l'IA générative dans un cadre personnel. C'est-à-dire ils ont été un peu formés pour le faire. Et quand on regarde la fréquence, c'est là qu'il y a des nuances énormes en fonction des différents usages qui sont faits. Par exemple, le groupe le plus important qui ressort de ce sondage, c'est que il y a 46% des élèves, donc à peine 1 sur 2, qui l'utilisent 2 fois par semaine. Donc et seulement 6,8% des élèves qui déclarent utiliser cet outil-là, que ce soit sur leur appareil personnel ou familial, ou dans la salle informatique de l'école, de manière quotidienne. Donc c'est moins que ce qu'on pourrait s'attendre. En tout cas, ça fait dire aux experts du numérique à Taïwan qu'on parle d'un usage modéré de l'IA générative en milieu collégien. Parce que 46% qui font 2 fois par semaine, c'est pas si énorme que ça d'après eux. A l'inverse, 31%, donc presque un élève sur 3, n'ont jamais utilisé. Ils n'ont jamais eu l'accès à ChatGPT par exemple. Voilà, donc il y a quand même un écart significatif entre ceux qui le font souvent, donc tous les jours, ceux qui le font moyennement et modérément, et ceux qui le font soit occasionnellement, c'est la grande majorité, ou soit pas du tout. Alors concrètement, à quoi sert l'IA générative quand on est collégien? Pas forcément à faire ses devoirs. On pourrait dire c'est facile, hop, on va demander à l'IA de rédiger notre petite rédaction. Ils ne sont pas des âges où ils font des rédactions ou des argumentaires très développés, donc ceci explique peut-être cela. Mais par contre, la première occurrence
de l'utilisation de l'IA pour les collégiens, c'est de les aider à rédiger un petit mémo. Donc faire un résumé pour leur devoir scolaire. La deuxième fois, c'est de la traduction. Et donc, c'est beaucoup pour l'anglais. Et le troisième usage, c'est de la recherche d'informations. Ça n'arrive qu'en troisième position, la recherche d'informations. C'est surprenant. Voilà. Et puis après, et ceux qui le font de manière quotidienne, ils l'utilisent le plus souvent pour faire de la création de contenu. Donc, on sent déjà la fibre de cette génération qui est née avec un iPad dans les mains, quoi. La création de contenu, ça peut être des images, des vidéos, vraiment de la création de contenu, quoi. Déjà au collège, pour ceux qui le font tous les jours, de manière occasionnelle, en 5e position arrive l'apprentissage des langues. Voilà, donc la traduction c'était en 2e position pour les cours d'anglais, et en 5e position, il y en a qui par curiosité vont essayer d'apprendre une langue ou quelques expressions dans une autre langue comme ça. Et sans surprise, c'est le coréen et le japonais qui arrivent tout de suite dans ces recherches-là. Voilà. Certains le font tout simplement pour passer le temps, discuter. Ils n'ont pas d'amis, ou ils n'ont pas le droit d'être en ligne sur d'autres trucs, donc ils discutent avec ChatGPT. J'imaginais bien plus haut que ça, en fait, la partie conversationnelle. C'est vrai. Faire un peu sa propre psychologie, des fois, c'est quand même assez fréquent dans l'utilisation des LLM avec des conversationnels. Et c'est vrai que c'est un peu étrange que ce soit aussi bas. Je pensais que ça allait être plus haut. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les professeurs de l'Institut national de recherche en éducation qui ont fait cette enquête ont aussi demandé comment avez-vous eu accès à l'IA générative et comment l'avez-vous découverte. Dans 53,2% des cas, la réponse c'est à l'école, on a eu une initiation. Et on a même eu des cours d'informatique où on a appris à utiliser l'IA générative. Et je trouve ça pas mal de se dire, finalement, les écoles sont pas si en retard que ça dans se mettre à la page. Il y a la formation des professeurs qui eux-mêmes apprennent aux élèves à bien utiliser l'IA plutôt que de leur dire on n'a pas le droit d'utiliser à l'école ou alors non c'est pas bien. Parce que ça permet une sensibilisation dès le début au risque aussi de ces outils. Et ça veut dire que d'après cette enquête-là, il y a déjà une école sur 2, on parle des collèges, un collège sur 2 à Taïwan qui a déjà intégré cette nouvelle technologie dans le programme pédagogique. Donc ce qui est quand même une très très bonne, un très bon ratio. Voilà, pour cette génération. Et puis, c'est un petit peu, la fin de ces chiffres qui sont encourageants, mais qui ont besoin d'aller encore plus loin, parce qu'il faut que les élèves soient aussi sensibilisés au risque de l'IA. Et là, le rapport montre clairement des lacunes, parce qu'on leur apprend à bien l'utiliser, mais sans forcément leur montrer les risques qu'il y a à mal utiliser l'intelligence artificielle générative. C'est peut-être encore un peu trop demandé au corps professoral d'aujourd'hui de le faire, mais c'est vrai que ça manque encore dans ce niveau-là. Donc ça, c'est à améliorer. De même que la généralisation de l'enseignement IA en collège, parce que entre ville et campagne, c'est oui un collège sur 2, mais il y a une claire différence entre monde rural et monde urbain. Voilà un petit peu pour ce rapport donc, de l'Institut national de recherche en éducation et de l'Academia Sinica. Encore une fois, ça concerne le collège. Donc pour la fourchette des 13-15 ans. Voilà. Après, si cette enquête elle se fait aussi en primaire, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'usage de cela, et au lycée beaucoup plus. Sachant que cette année, c'est depuis cette rentrée que l'usage du téléphone portable est strictement réglementé maintenant par le ministère de l'Éducation jusqu'au lycée. C'est-à-dire que c'est interdit de l'amener, sauf si l'école décide que dans tel cours, ils vont avoir besoin de recourir au téléphone portable ou à une tablette. Ben voilà, pour l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche, c'est déjà la fin. Merci de nous avoir suivis. C'était François-Xavier Boulet, Lisa Dufaux et Valentin Floquet. Bye bye.